Welcome et bienvenue. Je m'appelle Andrea Davis et je suis la responsable académique du Congrès 2023. Au nom de la Fédération des sciences humaines et de l'Université York, j'ai le plaisir de vous accueillir pour le dernier événement flagrant du 92e Congrès des sciences humaines. Aujourd'hui, la très honorable Michaëlle Jean se penchera sur le thème « Réimaginer l'avenir des Noirs » à travers le prisme historique et contemporain d'Haïti, puissant symbole de la liberté des Noirs dans les Amériques. Elle sera rejointe par l'interlocutrice Adele Blackett. Today's event is bilingual and will take place in French and English, with French and English simultaneous interpretation. The session also includes American Sign Language and closed captioning in French and English. To access simultaneous interpretation, please download the Sennheiser Mobile Connect app and follow the instructions you received in the lobby. If you need assistance, please raise your hand. For those joining us virtually, click on the closed captioning button to enable captions. To use simultaneous interpretation, click on the interpretation button and select the language you prefer. Nous commençons par reconnaître l'histoire violente de l'endroit où nous nous trouvons, en soulignant et en nous rappelant les contradictions et les conflits permanents de cette terre, de cette eau, de cette air. York University recognizes that many indigenous nations have long-standing relationships with the territories upon which York's campuses are located that precede the establishment of York University. York University acknowledges its presence on the traditional territory of many indigenous nations. The area known as Tikaronto has been caretaken by the Anishinaabe Nation, the Haudenosaunee Confederacy, and the Huron-Wendat. It is now home to many First Nation, Inuit, and Métis communities. We acknowledge the current treaty holders, the Mississaugas of the Credit First Nation. This territory is subject of the Dish with One Spoon, Wampum Belt Covenant, an agreement to peaceably share and care for the Great Lakes region. As a descendant of Africans enslaved in the Americas, who were taken from their ancestral lands against their will, I am committed to what Tiffany King calls a notion of mutual care. And I recognize that a future for Black peoples is not possible without a future for Indigenous peoples by whose leave I live, walk on, and share this land. I acknowledge finally that these Americas are built on violence and erasure, and we bring these histories with us when we enter any room, any virtual space, and we must bring them into view. C'est avec cette connaissance de l'histoire que nous entrons ici cet après-midi dans l'espoir de créer un monde différent. On behalf of the Federation and York University, I thank the series sponsors, the Social Sciences and Humanities Research Council, the Canada Foundation for Innovation, Universities Canada, and participating sponsor, Sage Publishing, for sponsoring this event. Today, we are joined by 21 high school students from York's surrounding community, and it is my honor to introduce to you Kamahari Mohammed, a grade 10 student from Emory Collegiate, who will reflect on the Congress theme through her poem, I Hear Myself Speaking. She will be followed by York University President and Vice Chancellor Rhonda Lenton, who will introduce today's speaker. Merci d'être parmi nous. Veuillez accueillir Kamahari Mohammed. I hear myself speaking, but I don't think they do. Je m'entends parler, mais ils ne m'écoutent pas. I asked them for more opportunities to better my education in school, to do something beneficial in society,
but of course the color of my skin will make my 100% equivalent to their 60. I hear myself speaking, but I don't think they do. Je m'entends parler, mais ils ne m'écoutent pas. I asked them to recognize the impacts of people like Claudette Colvin, Ramir Bearden, and Katherine Johnson, who have been covered up, whitewashed, and watered down in today's society. Of course, they keep us ignorant because hiding the truth is easier than acknowledging it. I hear myself speaking, but I don't think they do. Je m'entends parler, mais ils ne m'écoutent pas. I asked them to stop calling me grown for acting how I've been acting my entire life. But wait, maybe it's the adultification that they drilled into my bloodline that they're talking about. Systematic racism has forced Black children into social, emotional, and physical adult roles before they even become adults. Why? I'd ask them, but I hear myself speaking, but I don't think they do. Je m'entends parler, mais ils ne m'écoutent pas. I asked them to stop stereotyping, judging, and acting on those judgments while they're serving and protecting so someone's child can return home back to their mother instead of getting murdered while buying a pack of Skittles. Sadly, Trayvon Martin suffered this fate, and this probably won't change because I hear myself speaking, but I don't think they do. Je m'entends parler, mais ils ne m'écoutent pas. At interviews, I tell them that the way I do my hair makes me comfortable in my skin, and I'll be keeping it like this. Even though our hair does nothing to affect our performance in the professional work environment, Black women lose countless jobs and opportunities. It seems like I hear myself speaking, but I don't think they do. Je m'entends parler, mais ils ne m'écoutent pas. Have you ever noticed that when a white person wears something deemed ghetto, wretched, or thug on a Black person, they get bombarded with compliments like, wow, that looks so good on you. Oh, but if I wore it the same way, she's really wearing that in public? Maybe it's because I hear myself speaking, but I don't think they do. Je m'entends parler, mais ils ne m'écoutent pas. Am I mute? Can you hear me? I'm speaking, no, yelling, and have been since before I came on this earth, carrying on the screams of my ancestors and passing them on to future generations. Generations that deserve to have equal work opportunities to better their future. Generations that deserve to know the change that other strong, independent Black people have made. Generations that deserve to be respected in all work environments. Generations whose hands don't shake when a cop car drives by. They deserve that. I deserve that. My throat hurts, and my breath is long overdue. My voice is nearly gone. How long will it take you to hear me? Je m'entends parler, mais ils ne m'écoutent pas. Well, that's hard to follow, isn't it? Thank you so much, Andrea, and for the organizers for inviting me to be here today and to join you. Thank you so much, Kamari. That was very powerful and thought-provoking. Your words really capture so well the theme of this year's Congress and the urgency of our individual and collective responsibility for identifying and implementing opportunities for meaningful change. Good afternoon, everyone. Bonjour, bonjour. It's really a pleasure to be here today for today's Big Thinking lecture. C'est un plaisir d'être ici pour la conférence Voix Grande. This year's Congress, Reckonings and Reimaginings, is a unique opportunity bringing together thousands of scholars. I think we're over 10,000 scholars from across the country and beyond
to determine together how we can strengthen our impact on all of the 17 United Nations Sustainable Development Goals. In doing so, the Congress theme reflects our understanding that we must incorporate intersectional approaches that give voice to historical injustices and contemporary inequities experienced by Indigenous, Black, and other equity-deserving groups if we are to reimagine and advance a more equitable and sustainable world. We are all looking forward to today's big thinking lecture, Reimagining Black Futures, which will be moderated by Dr. Adele Blaquette from the Faculty of Law at McGill University, who will join Madame Jean following her talk. I am delighted to introduce our keynote speaker, the Right Honorable Michaëlle Jean. While she really needs no introduction, let me just simply highlight, I cannot possibly do justice to her entire resume, but just after a very successful career as a journalist, news anchor, and presenter, in 2005, of course, she became the first Black woman to be appointed as Governor General and Commander-in-Chief of Canada. She has a strong connection with York University, having received an honorary Doctor of Laws in 2007, which on the same day that she received that honorary Doctor of Laws, she opened the Harriet Tubman Research Institute here at the university, which commemorated the 200th anniversary of the British law to abolish the slave trade. So without further ado, please welcome me as we ask Michaëlle Jean to join us and to give her remarks. Thank you. Merci beaucoup. Merci. I always like to start just by looking at who is here. And it's very, very nice and important for me to be in your company. A few greetings first. Dr. Linton, Rhonda Linton, President and Vice Chancellor of York University, thank you for your good words and for including me, welcoming me here again. Mr. Gabriel Miller, President and CEO of the Federation of the Humanities and Social Sciences. Where are you? Nice to see you, and thank you. You welcomed me yesterday. It was such a pleasure. Thank you. Chère Adèle Blaquette, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit transnational du travail. Dr. Andrea Davis, my dear friend, academic convener of the Congress 2023 and professor in the humanities. Greetings to you all, researchers, academics, scholars in the humanities and social sciences from the university, from this university and others from across Canada and around the world. Je vous salue de tout cœur. Si vous ne comprenez pas le français, c'est le moment de mettre vos écouteurs. Je veux saluer vous toutes et vous tous qui avez travaillé à l'organisation de cette conférence de haut niveau, qui n'a d'égal, je pense, que la qualité de son auditoire, que je salue également. Dear Kamahari, where are you? Where are you sitting? Yes, I heard you. I listened to you, to your sound words for recognition and justice for all. No exception, no exclusion. Je vous ai écouté et je vous entends. Merci beaucoup. Merci. So, dear friends, chers amis, ce que je m'apprête à vous raconter est l'un des chapitres les plus improbables de l'histoire. Un combat surhumain
contre l'un des pires crimes contre l'humanité, celui de la dépossession absolue, de la déshumanisation par tous les moyens de millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Un génocide dont on ne rend aujourd'hui encore que très peu compte. Cette histoire que je vais vous raconter, afin de mieux comprendre, y compris les réalités que nous affrontons aujourd'hui. Cette histoire ne me quitte jamais. J'aimerais qu'elle trouve son chemin dans votre vie. J'aimerais que vous vouliez en savoir plus et toujours plus. L'histoire d'Haïti est l'histoire du monde. Elle ne concerne pas que les Haïtiennes et les Haïtiens. Il s'agit d'une histoire fondamentale et que nous avons, nous toutes et nous tous ici présents, en partage. Nous ne serions pas là ensemble, et moi devant vous, n'était-ce son dénouement. Savoir de quoi est faite l'expérience haïtienne, car elle est singulière, fera de vous certainement des intellectuels, des chercheurs, des penseurs beaucoup plus éclairés. Et je suis venue pour cette raison. Et permettez-moi de commencer par ma propre histoire. Comment faire autrement? Et la manière dont elle a façonné la femme qui vous parle aujourd'hui. Et je vous parle librement. Cela est important. Ce qui nous réunit en ce moment, c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 10 ans. C'est l'âge que j'avais lorsque j'ai été contrainte avec mes parents, comme des milliers et des milliers d'autres familles, de quitter mon pays natal, Haïti, dans des circonstances terribles. Je suis née l'année de l'arrivée au pouvoir du dictateur François Duvalier. J'ai vécu ce qu'aucun enfant, personne en fait, ne devrait jamais avoir à vivre. J'ai vu des amis ligotés à des poteaux, en plein soleil, sous un soleil brûlant, des heures durant, exécutés par des soldats qui ont d'abord, à intervalles, tiré à blanc, plusieurs fois, avant le 12e coup qui fut fatal. Quelle cruauté! J'ai connu des familles entières emportées et qu'ils ont fait disparaître. J'ai entendu les cris de nos voisins assassinés par des milices du régime qui ont mis le feu à la maison après en avoir bloqué toutes les issues. Quand mon père, à son tour, a été arrêté, nous nous préparions à l'idée qu'il ne reviendrait jamais vivant. Un camion militaire l'a plus tard jeté devant la maison. Et si vous saviez comme j'ai pleuré de voir mon père recroquevillé, tentant de se relever, vacillant sur ses jambes, le visage méconnaissable, défiguré par les coups, son corps couvert de sang, le sien et celui de son meilleur ami, mort dans ses bras des blessures infligées par les tortionnaires. Et s'ils ont libéré mon père, c'était pour montrer à tous les étudiants du collège qu'il dirigeait ce qui pouvait leur arriver s'ils osaient critiquer le président et son armée. Il n'y avait pour nous, comme pour tant d'autres, pas d'autre solution que de fuir, de quitter le pays. C'était une question de vie ou de mort. Nous avons eu la grande chance d'être aidés par des ambassadeurs qui ont réussi à faire sortir mon père. Ma sœur et ma mère et moi avons vécu dans la peur et l'insécurité jusqu'à ce que nous puissions à notre tour le rejoindre 1 an plus tard, et c'était au Québec, au Canada, où le statut de réfugié lui avait été accordé. C'est un tel traumatisme de devoir tout laisser derrière soi, dans la précipitation, la peur et la terreur. Vous imaginez devoir quitter tout ce qui vous est familier, toute votre vie derrière vous,
Certains d'entre vous savent de quoi je parle certainement dans cette salle. Rassembler dans l'urgence le peu de choses que l'on peut emporter avec soi, quelques vêtements, quelques photos, ne pas pouvoir dire au revoir à ses proches, à ses amis, ne pas savoir si vous allez y arriver, ni même où vous allez. Vous n'avez pas d'idée combien j'aimais la mer des Caraïbes, dans tous ces tons de bleu si purs, scintillant au soleil. J'ai adoré le parfum des fleurs tropicales, ylang-ylang, jasmin, frangipane, le goût des mangues, des ananas et des fruits de la passion, la douceur de la canne à sucre et de la noix de coco fraîche, l'arôme de la vanille dans le lait. J'aimais les histoires de ma grand-mère jusque tard dans la nuit chaude. Haïti est aussi une terre de grande beauté, vous savez, d'un peuple si généreux. On peut dire que j'étais une enfant heureuse, soudainement plongée dans un cauchemar. Imaginez maintenant cette fillette de 10 ans, la petite réfugiée d'Haïti, prise d'un vertige, aveuglée par les néons à l'aéroport de Dorval, à Montréal, avec sa mère et sa petite sœur. Quitter sa maison et sa terre natale pour toujours, c'est un peu comme se séparer de son propre corps. Aujourd'hui encore, cette expérience me hante. Mais enfin, le Canada, j'étais là, une enfant du soleil, arrivant dans ce pays d'hiver par une froide nuit de février. D'abord, il y a eu la peur devant la terre glacée, puis l'émerveillement devant cette première chute de neige qui entrera dans ma mémoire. Et dans cette petite communauté minière de l'amiante, Thetford Mines, au Québec, nous étions la seule famille noire. Nous ne pouvions échapper au regard. Nous étions l'attraction, l'objet d'une curiosité, oui, bienveillante, la plupart du temps, mais pas toujours. Ici et là, quelques mots racistes, quelques insultes nous accablaient. Avec le traumatisme du déracinement total, je me suis murée dans le silence. Je ne parlais plus. J'écoutais comme muette et les larmes venaient souvent. Je me disais que je ne prononcerais plus un mot de toute ma vie. Des mots étaient trop lourds. Ils enflammaient ma gorge. Et maman, isolée elle aussi, était très silencieuse. Et puis est venu comme un moment de rédemption. C'est une professeure qui m'a sauvée. Elle m'a appelée devant toute la classe et d'une voix très douce, elle m'a dit « Michaël, raconte-nous ton histoire. Raconte-nous ton histoire. » J'étais effrayée, je la regardais fixement et elle insistait avec douceur. Et j'ai eu l'impression que cela avait duré une éternité. « Michaël, dis-nous d'où tu viens. Raconte. » Et j'ai enfin réussi à articuler quelques mots et j'ai vu une lueur d'intérêt dans les yeux de mes camarades de classe. Je la vois dans les vôtres en ce moment. Les mots et les souvenirs ont commencé à affluer, la voix m'est revenue. J'ai parlé de mon amour pour ma terre natale. J'ai parlé de ma perte, parce que j'étais en deuil. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à guérir. Et peu à peu, les cauchemars ont lâché prise. Et le besoin de raconter a été un baume sur mes blessures. J'ai pu réapprendre à respirer. Nous avons toujours été reconnaissants d'avoir trouvé asile au Canada. Et mes parents disaient toujours « Michaël,
l'indifférence n'est pas une option. Il faut tout voir, même si c'est difficile, même quand c'est douloureux. Et cela a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Dans les réunions de haut niveau aux Nations Unies sur les questions migratoires, auxquelles j'ai participé à plusieurs reprises en tant que secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, j'étais la seule, toujours la seule de tous les dirigeants dans la salle à pouvoir dire « Je suis passée par là ». Pour moi, il ne s'agit pas de rangées de chiffres et de statistiques. Nous parlons de vies brisées, de ces hommes, ces femmes, ces enfants qui tentent tout pour renaître et se reconstruire. Alors, je veux bien vous dire de quelle histoire je viens, puisque vous me le demandez et que vous m'invitez à la raconter. Ce grand pan d'histoire que trop peu de gens connaissent ici. L'histoire d'Haïti, l'histoire des Noirs et l'histoire du monde. Tout comme l'histoire des peuples autochtones, constitue un chapitre crucial de l'histoire de l'humanité. Sans connaître l'expérience des peuples noirs et celle des peuples autochtones, on ne peut comprendre l'histoire du monde. L'île où je suis née, la plus grande île des Caraïbes après Cuba, était appelée à l'origine par les peuples Arawak, Taïno et Caribé, dont elle était le territoire depuis des millénaires, Haïti, Boyo-Quisqueya, qui signifie terre ondulée de montagnes. Un jour, l'histoire rapporte que c'était le 12 octobre 1492, les Arawak, Taïno et Caribé, eux-mêmes grands navigateurs sur la mer des Caraïbes, virent arriver à l'horizon 3 vaisseaux à grands mâts, 3 caravelles espagnoles, d'où essaimèrent des dizaines de canots avec des équipages qui ne tardèrent pas à débarquer sur l'île. Et ce qui va se jouer changera le cours de l'histoire de l'humanité. Les indigènes comprennent vite que celui qui exige de ces hommes d'enfoncer dans le sol une énorme croix de bois, est le chef. Il s'appelait Cristoforo Colombo. Christophe Colomb, l'explorateur italien qui a convaincu la reine d'Espagne, Isabelle Ier de Castille, et son mari, le roi Fernand II d'Aragon, de financer son expédition à la conquête des Indes. À l'époque, ce que les Européens appelaient les Indes étaient les territoires orientaux de l'Asie, l'Asie du Sud et du Sud-Est. Colomb promet de rapporter au monarque toutes les richesses des territoires dont il prendra possession. Il promet également à Isabelle, dite Isabelle la catholique, d'évangéliser et de convertir au christianisme tous les peuples conquis. Les Européens placent ainsi leur conquête territoriale au nom de Dieu, de la foi chrétienne qu'ils veulent répandre. Depuis des siècles, ils font la guerre aux peuples arabes et musulmans, notamment autour de la Méditerranée et à travers l'Afrique du Nord, où ils mènent des croisades sanglantes. Territoire et peuple conquis, voilà donc ce que signifie cette croix plantée au sol. Les Espagnols scrutent attentivement les insulaires massés devant eux. Des hommes, des femmes peu couverts en raison du climat tropical, et sur leur peau une pâte rouge tirée des graines d'une fleur appelée rocou pour ses propriétés médicinales, antiseptiques et qui les protège aussi du soleil. Alors dans son journal, Colomb les décrit comme des peaux rouges et convaincu d'avoir débarqué en Inde, les appelle des Indiens. Il a tout faux. Il a tout faux. Et dire que nous continuons d'appeler les Premières Nations des Indiens.
Qu'est-ce qu'on dit? Indian Affairs. Nous continuons à dire cela, alors que c'est tout faux. Mais en fait, les vents ont fait dériver les caravelles espagnoles vers l'est. Non, pas vers les Indes, l'Orient et l'Asie, mais vers l'ouest, dans l'autre sens. Lorsqu'ils réalisent leur erreur, ils nomment ces terres les Indes occidentales, en ajoutant ce qualificatif, le Nouveau Monde. Colomb et ses hommes sont frappés par les ornements sophistiqués, les plumes colorées, les tatouages, mais leur attention se porte surtout sur ces perles dorées que les indigènes portent autour du cou et au poignet. Ils remarquent aussi que ces gens ne sont pas armés. Anacaona, la courageuse reine Arawak, et les autres chefs taïno et caribés ne manifestent aucune hostilité. Au contraire, ils sont accueillants, ils veulent communiquer, ils sont curieux de savoir d'où viennent ces hommes vêtus de cuir. Qui sont-ils? Quelle est donc cette langue que nous ne comprenons pas? Ils offrent aux Espagnols des plateaux de fruits, partagent des pipes à tabac, des boissons chaudes et sucrées, du café et du chocolat, autant de produits et de saveurs exotiques inconnus en Europe. Les indigènes leur offrent enfin également quelques-uns de ces colliers. Colomb et ses hommes constatent alors qu'il s'agit bien de pépites d'or. Oui, de cet or que convoitent les Européens. Ces hommes venus d'Espagne, bien armés, bien équipés, sont précisément là pour ramener l'or, prêts à piller et à massacrer pour s'en emparer. Les Arawaks, les Taïnos et les Caribés sont dupés. Ils ne connaissent rien de ces sabres, ces épées, ces armes à feu qui seront bientôt retournées contre eux. Les chefs indigènes sont massacrés. La reine Anacaona est enlevée puis pendue. La population indigène sera réduite en esclavage pour extraire l'or qui fera de l'Espagne l'une des puissances les plus riches d'Europe. Mission accomplie pour Christophe Colomb. Et il baptise effrontément l'île Hispaniola, ou Petite Espagne. D'autres voyages suivront, poussant plus loin la conquête. Les grands empires des monarchies européennes, Espagne, Grande-Bretagne, France, Portugal, Hollande, Belgique, Allemagne, désireuses d'étendre leur emprise et leur pouvoir sur la planète, rivaliseront pour s'arracher les territoires, s'arracher les richesses naturelles et minières, en Afrique, en Asie et désormais dans les Amériques. Nommé par un cartographe allemand en l'honneur d'Amerigo Vespucci, autre explorateur italien au service de l'Espagne. Ainsi a été baptisé par les Européens ce vaste continent, habité pourtant depuis des milliers d'années du nord au sud par de nombreuses populations dont la fierté de leurs traits de civilisation sera bafouée. Les peuples, aussi outrageusement vaincus, ont radicalement et tragiquement diminué en nombre sur ce continent, décimés par les attaques meurtrières des colonisateurs, qui les ont également montés les uns contre les autres, et par des virus et des maladies apportées d'Europe. Alors, le missionnaire espagnol de l'ordre dominicain, Bartolomé de las Casas, connu pour sa dénonciation des pratiques des colonisateurs espagnols en Amérique et pour sa défense des droits des peuples indigènes, est celui-là même qui recommandera que l'on prenne des Africains noirs comme esclaves pour compenser la mortalité des indigènes et effectuer le dur labeur dans les mines d'extraction et celui dans les plantations de sucre, de cacao et de café. Las Casas n'a que tardivement pris conscience de la guerre menée en Afrique et des traitements brutaux, barbares et inhumains infligés par les colonisateurs aux populations africaines. Jusqu'à son dernier souffle, il se repentira. Il se repentira de son erreur fatale qui a coûté des millions de vies humaines, soumises à l'idéologie déterminante de la colonisation
qui est celle de la supériorité de la race blanche. C'est sur la foi de cet argument, celui de la suprématie blanche, que les monarchies européennes s'arrogent le droit de dominer, déposséder, exterminer, capturer et embarquer sur des milliers de navires qui vont sillonner les océans et les mers entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants enchaînés, humiliés, pour être vendus et livrés comme du bétail, comme des bêtes de somme sur lesquelles les maîtres avaient tous les pouvoirs, de vie et de mort, de viol et de torture. C'est une histoire terrible. De ce commerce et de l'esclavage, l'Europe a encaissé tous les bénéfices et s'est couverte d'or et des richesses tirées de la spoliation des autres, du sang et de la sueur des peuples meurtris et envahis. L'histoire des peuples d'Afrique et des Amériques est entachée d'une expérience dont on ne sort pas indemne. Celle d'un racisme omniprésent, d'une déshumanisation totale et d'un génocide aux proportions inouïes, estimé à plus de 30 à 40 millions de victimes. Les principales langues parlées aujourd'hui dans le monde sont le reflet de l'emprise coloniale. Puis, les territoires sont ainsi balkanisés. En République dominicaine, sur une même île, en République dominicaine, on parle l'espagnol et en Haïti, juste à côté, le français. Puis émergera le créole, langue d'ancrage et de résistance pour ces esclaves dont les maîtres s'assuraient qu'ils soient issus de différents groupes ethniques et linguistiques africains pour ne pas qu'ils puissent communiquer entre eux. Alors la France avait pris à l'Espagne une partie de l'île qui est devenue la colonie française de Saint-Domingue, tandis que les Espagnols ont gardé l'autre moitié qu'ils ont appelée Santo Domingo. Au bout de 400 ans d'exploitation inhumaine et de colonisation féroce, survient en 1791 quelque chose d'inimaginable à Saint-Domingue. Saint-Domingue qui rassemblait les plus grands domaines, les plus riches plantations de la région. Une explosion de colère et une insurrection que plus rien ne peut contenir. D'abord de par le nombre d'hommes et de Noirs révoltés. 1 demi-million d'esclaves enflammés par un gigantesque espoir. 3 faisceaux de lumière, 3 valeurs phares. Liberté, égalité, fraternité. Que les Noirs des plantations ont ressenti dans leur chair. Liberté, égalité, fraternité. Ils vont oser s'en emparer à la vue de leur charge puissante de ces 3 valeurs phares dans cette révolution qui, en 1789, met fin à la monarchie absolue en France. La liberté ou la mort. Ils se saisissent de cet idéal et l'appliquent à eux-mêmes, malgré leurs conditions, ou surtout du fait de leurs conditions d'esclaves. Traités comme des êtres inférieurs, exploités sans pitié, dès le berceau et maltraités jusqu'à la tombe par leurs maîtres. Ils incendient les plantations. Ils incendient les propriétés, prennent les armes, font fuir les propriétaires blancs des plantations et s'emparent du territoire. Vous vous imaginez? Paniqué, l'empereur Napoléon Bonaparte envoie ses navires de guerre. Mais rien ne parvient à mater la révolte. Les Noirs brisent leurs chaînes et s'affranchissent par eux-mêmes. Pas question de reculer. 100 000 y laisseront leur vie. Alors, c'est de ce combat, c'est de ce courage invincible qu'est né mon pays. Et nous, ses filles et ses fils.
Nous en sommes conscients, tous les jours. Et permettez que je pousse encore plus loin. Je vous le disais, on ne sort pas indemne des siècles d'esclavage, des stigmates de la domination coloniale, de cette violence inouïe et de cet héritage. Il n'est pas étonnant qu'un système fondé sur l'idéologie de la suprématie de la race blanche, cette aliénation, cette haine insensée, fondée sur la couleur de la peau, mais surtout sur des intérêts, ait donné lieu à tant de fractures, de déchirures et d'horribles massacres. On aime à se rappeler, bien sûr, la grande et glorieuse histoire, l'incroyable exploit victorieux, mais il nous faut apprendre aussi des contours de cette histoire, des épisodes d'affrontements impitoyables et sanglants entre les pères fondateurs d'Haïti eux-mêmes. Retenez leurs noms: Toussaint Louverture, Alexandre Pétion, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe, généraux afro-descendants recrutés et formés au sein de l'armée française coloniale. Tous ces héros ont eu, bien sûr, leur part de bravoure, leur vaillance, mais aussi leur part de méfaits et de contradictions. Que les colons blancs ont su attiser et exploiter à leur guise, diviser pour mieux régner. Ancien esclave, affranchi à l'âge adulte par ses maîtres, les capacités militaires exceptionnelles de Toussaint Louverture le hissent au sommet, oui, du pouvoir militaire et politique de la colonie française de Saint-Domingue. Napoléon Bonaparte le reconnaît comme un leader et le nomme capitaine général de Saint-Domingue, deuxième personnage d'importance après le représentant légal de la France. Cet homme noir, ancien esclave, est ainsi hissé à ce sommet. Toussaint Louverture a un rêve, davantage d'autonomie dans le contexte colonial. Lorsque Napoléon Bonaparte devient commandant général de toutes les troupes et premier consul chargé de réviser la Constitution française, les colonies sont placées sous un régime d'exception. Toussaint Louverture rédige alors de son côté une nouvelle constitution, la Constitution de Saint-Domingue du 8 juillet 1801, qui ose garantir l'égalité des chances et l'égalité devant la loi pour toutes les races. Contradiction toutefois, il conserve le travail forcé et l'importation de travailleurs par le biais de la traite des esclaves et se consacre gouverneur à vie. Louverture s'identifie comme français et tente de convaincre Napoléon Bonaparte de sa loyauté. Évidemment, Bonaparte, qui prépare un pacte avec l'Espagne, désapprouve l'ambition de décolonisation de Toussaint Louverture pour toute l'île, y compris sa sous-région espagnole. Il envoie son beau-frère, le général Leclerc, avec 20 000 hommes armés, arrêter Toussaint Louverture, assurer fermement l'ordre colonial et renforcer l'esclavage. Trahi par son lieutenant général, Jean-Jacques Dessalines, le voir participer à sa capture, Toussaint Louverture tombe dans un désarroi total. Il est déporté pour être emprisonné dans les murs glacés du fort de Joux en France, où il meurt en 1803 de froid. Alexandre Pétion et d'autres ennemis de Toussaint Louverture rejoignent le mouvement indépendantiste et proclament la République d'Haïti le 1er janvier 1804. C'en est fini de la colonie française de Saint-Domingue. C'est ainsi qu'est née, en 1804, la première république d'hommes et de femmes noirs qui se sont libérés par eux-mêmes
et ont rendu à la terre, jadis souillée par leur dégradation et leur douloureuse captivité, son nom d'origine, Haïti. Cette alliance fondamentale entre les peuples conquis. Nous sommes, mais aussi en gardant en mémoire les premiers peuples de ce lieu. Quelques mois plus tard, Jean-Jacques Dessalines établit le premier empire d'Haïti et se proclame empereur sous le nom de Jacques Ier. Son règne est de courte durée. Alexandre Pétion, d'abord proche de l'empereur, mène contre lui une conspiration qui aboutit à la mort de Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806, suivi de l'abolition de son petit empire. Pétion parvient à un accord avec une autre figure illustre de la Révolution haïtienne, Henri Christophe, mais la concurrence et très vite la discorde s'installe. Christophe, élu président de la République, rompt avec le Sénat contrôlé par Pétion. Haïti est de facto divisé en deux États. Le Sénat, qui ne reconnaît plus Christophe comme président, élit Pétion à sa place. La guerre s'ensuit. Christophe contrôle le Nord, où il crée un royaume dont il s'autoproclame roi. Pétion règne sur le Sud, et reconnaissant l'aspiration des paysans, anciens esclaves, à posséder leur propre lopin de terre, il s'empare des plantations et les répartit entre ses partisans et le peuple. Et pour la population, Pétion est devenu Papa Bonquet, le chef au bon cœur. Partisan en principe de la démocratie constitutionnelle, Pétion devient de plus en plus, on le sent, intolérant aux contraintes imposées par le Sénat. En 1816, il se proclame président à vie. En 1818, il suspend le pouvoir législatif. Mais rendons une chose à Pétion. C'est lui qui a permis au formidable mouvement d'abolition impulsé par Haïti à s'étendre à tous les peuples opprimés des Amériques. Liberté, égalité, fraternité. Non seulement pour nous, Haïtiens et Haïtiennes, mais pour tous les autres peuples enchaînés du continent et du monde, a dit le président de la jeune République d'Haïti à Simón Bolívar, surnommé El Libertador, chassé du Venezuela en 1815 et à qui Pétion a donné asile. Pétion lui donne aussi des ailes, accepte de fournir à Bolívar les moyens financiers, matériels et logistiques pour reprendre les campagnes de décolonisation en suivant l'exemple étonnant d'Haïti, mais à une condition, que cette lutte garantisse l'émancipation des esclaves, la liberté pour tous sur l'ensemble des terres libérées. C'est ainsi que naissent les nouvelles républiques d'Amérique latine, que nous connaissons aujourd'hui. Elles naissent de l'audace, de la vision victorieuse et des ressources de la petite République d'Haïti. Il n'y a pas de petit peuple ni de grand peuple. Il y a une vision pour l'ensemble. Haïti et son peuple, comme vous le savez, ont payé très cher cet incroyable exploit qui bouscule 4 siècles de domination coloniale. Les grandes puissances européennes, avec la complicité des États-Unis, tous esclavagistes et ségrégationnistes, n'ont pas ménagé leurs représailles. Haïti a été isolé par un embargo total et, faute d'accès au marché, son économie a été réduite à néant. La France exige des Haïtiens qu'ils versent à leurs anciens maîtres 150 millions de francs et que les emprunts soient exclusivement contractés à des banques françaises aux taux d'intérêt les plus élevés. Elle crée une dette si lourde et si durable qu'elle a contribué à jeter Haïti dans la pauvreté et le sous-développement. Je vous recommande de lire d'ailleurs la série d'enquêtes du New York Times de mai 2022. Précipitez-vous, allez la lire. Un effort monumental dirigé par la journaliste canadienne Catherine Porter, anciennement du Toronto Star.
L'une des questions auxquelles l'enquête tente de répondre est la suivante. Que se serait-il passé si Haïti, libéré du fardeau de la dette, s'était développé au même rythme que ses voisins d'Amérique latine? Une hypothèse raisonnable et à tout point de vue. Et si l'argent était resté en Haïti, il aurait pu être investi dans des infrastructures essentielles, ponts, écoles, hôpitaux, des investissements qui s'avèrent payants à long terme et qui stimulent la croissance d'un pays et son développement. Compte tenu de ces éléments, la perte pour Haïti, ce que les économistes appellent le coût d'opportunité, est estimé entre 21 et 115 milliards de dollars américains, soit environ 1,5 fois à 8 fois la taille de l'économie haïtienne en 2020. Alors, pendant près de 6 générations, jusqu'à celle de mes parents, Haïti a versé des dizaines de milliards à l'État français. Et ça, pour indemniser capital et intérêts les propriétaires d'esclaves chassés par nos ancêtres, chassés de leurs plantations et leurs descendants. En d'autres termes, nous avons dû payer ceux qui nous possédaient pour le privilège d'avoir repris notre liberté après des siècles de violence, de génocide, d'abus et de travail forcé à leur profit. Alors de cette odieuse dette, l'économie haïtienne ne s'est jamais remise, au point de devenir, oui, le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Un stigmate, un qualificatif toujours accolé à Haïti dans le discours dominant. Que vous dit-on et qu'entendez-vous lorsqu'on parle d'Haïti? Pays le plus pauvre de l'hémisphère. Il faut savoir pourquoi. Les États-Unis prendront position également en Haïti avec l'envoi de centaines de Marines par le président américain Woodrow Wilson, qui occuperont le pays afin, dit le président américain, d'y protéger les intérêts économiques américains. Racistes, alliés de la France, ils prennent ainsi à leur tour le contrôle complet de l'économie et de la Banque centrale d'Haïti. Le 1er août 1934, le président Franklin Delano Roosevelt décide du retrait des Marines et le 15 août 1934 transfère formellement l'autorité aux forces armées haïtiennes qui ont été créées par les États-Unis. 220 ans plus tard, depuis sa proclamation, la République d'Haïti est toujours en sol instable. Et la population tente de survivre, affligée d'une épreuve à l'autre, y compris par l'esprit de discorde. Le spectre de la trahison, de la division, très souvent attisée par les grandes puissances, dans lequel, malheureusement, les pères eux-mêmes, les pères fondateurs de la nation, ont sombré. Comme si nous ne pouvions pas y échapper. Je pourrais, vous savez, continuer à parler de l'occupation américaine, des nombreux coups d'État, du passage d'un régime à l'autre, de la déstabilisation, de la désarticulation politique du pays, des impasses. L'histoire a montré à maintes reprises, et je termine là-dessus, combien les auteurs de nos malheurs ne sont pas seulement extérieurs, mais aussi dans nos rangs. Combien d'autocrates, meurtriers, combien de prédateurs, d'assassins et de bandits ont accédé au pouvoir pour en abuser, ne se souciant nullement du bien commun, ni des idéaux de notre émancipation, ni de l'état de droit, des principes de justice, de l'intérêt supérieur du peuple et de la République, l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt général. Ils ont systématiquement et constamment bafoué la liberté. Des castes privilégiées d'oligarques se sont constituées, des fossés se sont creusés toujours davantage, entraînant un appauvrissement plus important de la population, et le rêve d'égalité a été anéanti. Anéanti. Le mépris de l'autre et de sa dignité, la prédation, l'indifférence totale et l'exploitation abjecte, si accablante pour les classes ouvrières et paysannes livrées à la misère et à la pauvreté extrême, la séparation et la caractérisation fondée sur la couleur de la peau ne constituent qu'un déni de notre humanité commune. Et si seulement
Si seulement nous avions pu garder au premier plan les valeurs humanistes universelles, les idéaux fondateurs et originels. Le pays sombre dans la misère faute d'investissement dans son capital humain, dans des politiques publiques ciblées, dans des infrastructures essentielles, dans la protection de son territoire, faute d'une vision de développement inclusif, responsable et durable. Sa jeunesse est désœuvrée, sans but et sans perspective d'avenir. Et le déficit est abyssal. Un déficit de justice et d'équité. L'impunité et la corruption érigées en système. Une population abandonnée, livrée à la précarité et à l'indigence. Voyez le désastre. Ces organisations criminelles, sans foi ni loi, désormais maîtresses de la capitale et présidents à la balkanisation du pays. Plus d'une centaine d'organisations criminelles, dont les munitions et les armes de guerre sont achetées sur le libre marché américain, transitent aussi librement de la Floride jusqu'en Haïti, sur des bateaux qui ne sont nullement importunés par les gardes-côtes américains et qui, une fois les armes livrées, repartent avec des cargaisons de drogue. L'hypocrisie est flagrante, il faut le dire. Alors que la police maritime américaine arraisonne toutefois les bateaux transportant les pauvres migrants qui fuient par la mer, la terreur semée par ces gangs. Une terreur sans nom, qui se traduit par des viols quotidiens de femmes et d'enfants, l'effarante multiplication des kidnappings, des quartiers incendiés, des assassinats ciblés, des assauts constants, c'est l'enfer. La population épuisée et se sentant complètement larguée par une classe politique corrompue, une force de police largement infiltrée et dépassée, verse dans une colère exaspérée. Et comme il est difficile de la voir se mettre à pratiquer une violence expéditive sur toute personne présumée membre d'un gang capturé par des vigiles populaires en place dans les quartiers. L'horreur des exécutions sommaires de jeunes recrues, avérés ou présumés des gangs, se passe sous les yeux effarés des enfants. Le Premier ministre de facto, Ariel Henry, n'a pas la confiance de la population. Il a été mis en place par le groupe des ambassadeurs, notamment des États-Unis, de la France, du Canada et des Nations Unies en Haïti, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et ils ont procédé sans tenir compte de la société civile, ni de la Constitution haïtienne. Le président Moïse a été exécuté par les mêmes criminels à qui il avait accordé l'impunité, pensant ainsi obtenir leur protection en les encourageant à se coaliser, suivant ainsi la voie tracée par son prédécesseur Michel Martelly. Or, avec la mafia, dès lors que vous vous en approchez, elle vous dévore, elle saisit l'occasion. Alors à quoi je pense en voyant mon pays natal dans cet état? Je ne peux m'empêcher de penser aux 500 000 esclaves de la colonie française de Saint-Domingue, ce demi-million de femmes, d'hommes et de jeunes qui se sont rebellés pour la conquête de la liberté, l'espoir d'égalité et la soif de fraternité. Aux 100 000 d'entre eux qui ont perdu la vie, à leurs souffrances, leurs sacrifices, leurs aspirations profondes à la justice et à la solidarité. Et je suis peinée de voir les institutions haïtiennes démantelées, paralysées, nivelées une fois de plus par la corruption et l'impunité totale. Je suis attristée par le spectacle de ma terre natale, discréditée aux yeux des organisations internationales et méprisée par tant de gens. Et je le dis en toute vérité, librement. Alors, il faut se mettre à l'épreuve des faits et des réalités, des siècles passés à aujourd'hui. En conclusion, je voudrais que chaque fois que vous entendez dire « Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère », que vous pensiez à ce que le peuple haïtien a su offrir à l'humanité. Nous sommes ici au Canada de cette même histoire, celle de la colonisation européenne sur ce continent, d'est en ouest et du sud au nord. Nos destins sont dès lors liés. Il nous incombe donc d'en tirer solidairement les enseignements.
Je vous remercie. Thank you very much. President Linton, CEO Murray, Professor Davis, poet Kamahara, members of the audience, colleagues and friends, Votre Excellence, la très honorable Michaëlle Jean, quel honneur de vous entendre dire cette histoire d'Haïti qui peut difficilement être dite, mais doit être dite et redite dans toute son ampleur, sans nous épargner de sa douleur. La douleur vécue par la petite fille de 10 ans qui aimait tellement la mère et qui, face au traumatisme de l'oppression sanglante, historique et systémique, s'est murée dans le silence. Cette fillette qui est devenue une voix des plus distinguées et éloquentes, offrant un plaidoyer juste pour comprendre à quel point l'histoire d'Haïti est l'histoire du Canada et l'histoire du monde. Car veut pas, l'histoire de l'esclavage et du colonialisme est une histoire globale qui a façonné le monde tel qu'on le connaît et tel qu'on le vit, dans toutes ses inégalités. Car veut pas, le passé sera réduit au silence, silencing the past, si selon l'anthropologue Michel Roth-Trouillot, l'histoire de l'Occident n'est pas redite selon les perspectives du monde. Les perspectives du monde, on sait, quand les paroles, et oui, les silences viennent nous chercher, nous habiter, quand les paroles sont les nôtres ou pas. Lors d'un discours que vous avez prononcé après le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, intitulé « Lettre au pays natal », vous avez affirmé que c'est alors que l'on brandit le grand mot de résilience pour caractériser le peuple haïtien. Miséricorde, ce refrain aussi est insupportable. La résilience est le dernier recours des écorchés. Dire notre histoire selon les perspectives du monde, c'est plutôt un récit de refus. Vous parlez avec raison de résistance et d'ancrage, certes par le créole, mais aussi, selon le poète Aimé Césaire, dans son cahier d'un retour au pays natal, dans la façon d'imprégner tout récit en français de la nuance, la complexité et la beauté du pays natal où vous retournez systématiquement par amour et par devoir de mémoire. L'histoire du peuple haïtien nous a montré toutes et tous le chemin, car ce peuple s'est mis debout et ainsi a dit au monde qu'elle croyait à son humanité. Et Haïti insoumise le paie toujours. Qu'en est-il donc du futur, le sujet de cette installation du CRI du Congrès 2023, voire grand? En quoi ce retour nous permet-il de réimaginer l'avenir des Noirs? Il me semble que votre réponse, Madame Jean, est incontournable. Le futur réside dans le retour. Sankofa. Nous avons été témoins de ce mot et symbole développé par le peuple Akan des États ouest-africains et du Ghana, ainsi de la Côte d'Ivoire et du Togo, qui exige un retour aux sources. Retourner pour retrouver ce qu'on a laissé derrière, c'est nécessaire pour construire notre avenir.
Le retour n'est pas un retour au folklore, à une histoire de roi, ou même des Amazones du roi de Dahomey, des princes de Ghana avec 800 chameaux. Votre narration de l'histoire, toujours selon ces airs, nous oblige à apporter ce regard qui ne fléchit pas devant les déceptions récurrentes. Face aux forces qui œuvrent à détruire notre solidarité, nous avons une responsabilité énorme envers notre bien-être collectif, notre épanouissement communautaire. Nous avons besoin d'affronter la peur la plus profonde, ou pour paraphraser l'historien Vincent Harding dans son récit sur la vocation du savant noir, la peur que nous soyons vraiment si puissants, si capables pour oser bâtir encore une fois un autre monde. Vous le savez si bien et vous y apportez ainsi un regard qui est plein de perception et d'empathie. The passionate eye. Your passionate eye. Après vous avoir admiré à distance depuis ma jeunesse, j'ai eu l'honneur de faire votre connaissance en 2012. Ambassadrice pour l'UNESCO en Haïti, vous avez su que j'ouvrais avec l'organisation internationale à laquelle l'État haïtien était membre depuis sa fondation en 1919. L'Organisation internationale du travail aux côtés des syndicats, des employeurs, des représentants gouvernementaux pour essayer de reconstruire un droit du travail post-valérien, un futur du droit du travail qui remettait l'émancipation au cœur du droit du travail haïtien. Et vous m'avez reçu à l'Université d'Ottawa et lors d'un échange qui m'a tellement marqué par son engagement envers l'autodétermination du pays, vous m'avez laissé avec des mots généreux d'encouragement et de confiance dans ce potentiel collectif du peuple. Bref, dans votre insistance sur le retour et sur l'engagement actif, vous incarnez cet espoir lucide aux yeux grands ouverts pour Haïti qui est indissociable du peuple haïtien, qui est indissociable de l'avenir des Noirs, qui est indissociable de l'avenir du Canada, qui est indissociable de l'avenir mondial. Deux de nos grandes lumières, C.L.R. James et Sylvia Wynter, ont depuis longtemps théorisé le rôle central d'Haïti pour toute tentative de comprendre et de reconstruire les avenirs noirs et les perspectives du monde. Ces visions sont enracinées dans une profonde croyance en notre potentiel comme peuple d'ascendance africaine à se recréer et ainsi à créer un monde nouveau. À l'heure actuelle, au siège des Nations Unies, à New York, il se passe la deuxième session du nouveau Forum permanent des personnes d'ascendance africaine, institué comme suite logique de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Ses membres ont préparé la session en sollicitant des perspectives sur l'importance de l'histoire d'Haïti à la construction d'une déclaration sur la promotion, la protection et le plein respect des droits humains des personnes d'ascendance africaine pour cet avenir collectif. Et la récente déclaration de Halifax, élaborée via votre fondation, avec la très grande participation des communautés noires, y compris et surtout avec la jeunesse, un texte qui insiste sur l'importance de briser les silences, de reconnaître, de rechercher la justice et de favoriser le développement, sera spécialement intéressant pour ce développement de la déclaration. Dans le secteur universitaire, je ne pourrais pas passer sous silence la charte de Scarborough contre le racisme anti-noir et pour l'inclusion des Noirs dans l'enseignement supérieur au Canada, qui met de l'avant les principes d'épanouissement noir,
l'excellence inclusive, la mutualité car nos destins sont profondément liés, ainsi que la responsabilisation des institutions face à la réalisation de cette inclusion, ainsi que les actions bien concrètes pour façonner notre avenir. Et je conseille un retour même à l'histoire des Nations Unies et de son prédécesseur, la Société des Nations, pour prendre un seul exemple trop peu connu, l'avocat et l'ambassadeur haïtien Dantes Bellegarde, un des seuls membres du comité temporaire sur l'esclavage de 1924, il y a 100 ans, qui n'était pas un administrateur colonial, et pendant l'occupation même d'Haïti par les Nations Unies, oser insister sur l'importance des contributions de la révolution haïtienne pour conceptualiser la Convention sur l'esclavage ainsi que le travail libre du monde entier. L'histoire d'Haïti nous enseigne, on néglige d'articuler une vision du travail libre vécu en pleine dignité humaine à notre péril. Et donc, pour conclure, dans la construction actuelle d'une déclaration future des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine et ainsi une justice réparatrice, l'indifférence n'est pas une option. Vous le dites si bien. Nous ne pouvons pas être simples spectateurs quand, à nouveau, selon Césaire, la vie n'est pas un spectacle. Car une mère de douleur n'est pas une prosénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Surtout, cher auditoire, quand vous imaginez et participez par solidarité, c'est-à-dire par profonde compréhension de notre mutualité humaine à la construction des avenirs émancipatrices noirs, je vous invite à garder à l'esprit cette petite fille de 10 ans qui voudrait voir la mer se gonfler du soleil, devenir un bijou aussi gros que la terre. Merci. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la très honorable Michaëlle Jean pour sa discussion émouvante. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. My thanks too to Adele Blackett for that powerful response. On behalf of the Federation and York University, thank you again to the Big Thinking series sponsors, SSHRC, CFI, Universities Canada, and SAGE Publishing. The video of today's lecture will be available on the Congress platform until June 30. This is the last of the Big Thinking events at Congress 2023, and it's been a pleasure hosting you this week. Please complete a short survey of your experience as you leave. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous invite à profiter du reste de votre journée et des autres séances du Congrès. Thank you, miigwech. Thank you, Andrea. I hope that will. Yeah. Yes. It's okay. Yeah.